J'écoute. Oui? Qu'est-ce que c'est qu'un réseau d'air? Alors, c'est quoi un réseau d'air, s'il vous plaît? Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Il va falloir que je l'ouvre. Bon, attendez une minute. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez le schéma AutoCAD? Allô? Lazare, ok. Allez. Ok. Est-ce que vous le voyez maintenant? Oui? Très bien. Alors regardez, un réseau d'air comme vous voyez ici, d'accord? C'est juste une installation, d'accord? C'est une installation qui se trouve ici. Donc en fait, ça sert à quoi au juste? Ça sert à faire cheminer l'air. Donc quand vous voyez un petit peu, donc vous avez des gaines, un réseau aérolique, d'accord? Ce sont des gaines qui sont là et qui véhiculent de l'air, d'accord? Soit pour le soufflage, c'est la gaine bleue que vous avez ici, d'accord? Ici, ça c'est ce qu'on appelle une gaine de soufflage ici, et soit pour quoi? Pour la reprise, pour l'extraction. Donc, ou bien donc on souffle de l'air, donc qui est frais dans le local par le biais de gaines, d'accord? Vous avez des diffuseurs ici. Ensuite, vous avez un réseau de reprise. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les réseaux d'air. D'accord? Vous voyez, par exemple, le réseau vert que vous avez ici, c'est un réseau d'amener d'air neuf. Et donc, on souffle de l'air neuf dans les différents locaux. Donc, on ramène de l'air neuf ici. Et ici, vous avez un ventiloconvecteur gainal. Donc, en fait, on peut ramener de l'air neuf, on peut le gainer. Donc, nous allons souffler de l'air neuf. D'accord? De ce côté-là, vous avez un réseau aérolique, d'accord, pour la ventilation, pour l'extraction de l'air vicié, de l'air qui est pollué au niveau des sanitaires. Donc, on met toujours des bouches de soufflage et on aspire l'air, donc à travers les sanitaires que vous avez ici. D'accord? Donc, un réseau d'air, ça sert à quoi? Il nous permet de faire quoi, un réseau d'air? Un réseau d'air nous permet de cheminer, donc de faire arriver, de souffler l'air dans les locaux que nous devons ventiler, d'accord? Et bien sûr, il nous permet aussi l'extraction donc de l'air vicié pour le rejeter vers l'extérieur, d'accord? Ah, bien sûr, ça, vous avez aussi donc différents moyens pour cela. Donc en fait, qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on utilise? Donc vous avez par exemple ici les installations en terrasse. Donc vous avez les installations en terrasse. Ici par exemple, vous avez une CTA. Ici vous avez une CTA. Et bien sûr, on aspire de l'air frais de l'extérieur, comme on l'a vu hier dans le cours de conditionnement d'air. Donc, on aspire de l'air frais, il va arriver ici. Et vous avez bien sûr un recyclage, donc la gaine rouge que vous avez, un recyclage de la CTA, et la gaine de souffler. Donc, le schéma que nous avons vu tout à l'heure, donc l'avion en plan des gaines, elle est raccordé à la CTA vers l'extérieur. D'accord? Ici, par exemple, vous voyez un réseau d'extraction. Vous avez un extracteur. Donc, en fait, ça, c'est au niveau des sanitaires que nous avons, d'accord? Donc, vous avez un extracteur qui est placé en terrasse et qui nous permet d'aspirer l'air vicié ou l'air pollué. Et ensuite, il est rejeté vers l'extérieur, tout ça. D'accord? Donc, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Alors, maintenant, l'importance de tout cela, c'est que nous devons, si vous voulez, disons, dimensionner, nous devons dimensionner tous ces réseaux d'air. Vous voyez donc tous ces réseaux d'air que vous voyez donc ici, que ce soit pour l'amener d'air neuf en vert, donc ça vient de la terrasse ici, et ça se distribue dans les différents locaux, disons les circulations, les locaux que nous devons, si vous voulez, ventiler, etc. D'accord? Et donc le but maintenant, c'est de savoir dimensionner ce réseau d'air.
D'accord? Alors, le réseau d'air, qu'est-ce qu'il comprend en général? Donc, on a vu, comme on a vu, donc vous avez certainement un ventilateur, des extracteurs, donc que ce soit pour le soufflage ou pour la reprise, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez aussi? J'écoute. Vous avez des gaines, donc vous avez différents coups des gaines. Vous avez aussi des diffuseurs, donc c'est des bouches de soufflage qu'on appelle des bouches de soufflage. Et vous avez ici des volets de réglage. D'accord? Ces volets de réglage permettent, que vous voyez en mauve, les volets de réglage permettent de, disons, de réguler, d'accord, la quantité d'air qui est soufflée dans le look. D'accord? Donc, c'est des réseaux d'air pour l'équilibrage, bien sûr, comme vous allez voir. Alors, bien sûr, un réseau, pour qu'il fonctionne correctement, donc il faut certaines quantités d'air convenables. Les diamètres doivent être choisis convenablement. Vous avez des vitesses aussi d'air dans lesquelles qui doivent être choisies convenablement. Et bien sûr, vous avez aussi quoi? C'est l'équilibrage qu'on verra tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'équilibrage qui est très important? D'accord? C'est clair? S'il vous plaît? Très bien, très, très. Donc, on reprend maintenant donc notre cours. Donc, le réseau d'air, c'est quoi? C'est en fait, si vous voulez, une installation de gaines, de bouches de soufflage. Et bien sûr, donc, si je prends par exemple, pour faciliter les choses, pour que vous puissiez comprendre. Et donc, en fait, un réseau d'air, c'est que par exemple, vous partez d'un point, d'accord? Et vous avez par exemple un caisson, donc vous avez un ventilateur qui est là, d'accord? OK? Donc, vous avez de l'air certainement qui est de l'extérieur, donc ça, c'est l'extérieur. Vous avez un ventilateur. Et bien sûr, donc, si vous avez plusieurs locaux alimentés, donc vous allez avoir des locaux qui vont être alimentés par de l'air neuf, etc. D'accord? Donc, vous allez avoir de l'air neuf qui va être soufflé dans les différents locaux. D'accord? Et vous voyez bien, par exemple, vous avez un réseau de gaines qui est ici. Bien sûr, il ne faut pas oublier que nous avons aussi un réseau d'extraction. Donc, à l'opposé disons, du réseau de soufflage, nous avons besoin d'un réseau d'extraction, d'accord? C'est à peu près, je dirais pas que c'est la même configuration parce que les chemins peuvent être différents, d'accord? Donc en fait, j'ai un réseau d'extraction comme ça et j'ai toujours un ventilateur et je rejette vers l'extérieur. Donc tout ça, ça constitue, si vous voulez, des réseaux d'air qui doivent être dimensionnés. Et ça, c'est important, je vous assure. Donc c'est ça, c'est la base, disons, de toutes les installations, que ce soit de conditionnement d'air, de ventilation ou de tout ce que vous voulez. Donc le but pour nous, c'est de savoir dimensionner tout cela. Donc de savoir dimensionner les ventilateurs, les différentes gaines, donc choisir les diamètres et les vitesses et les débits qui doivent être soufflés, d'accord? Et aussi considérer aussi disons, les notions de bruit que nous avons. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, hein? Oui, c'est bon? C'est bon. C'est très bon. Alors, regardez maintenant, donc, on va voir donc, les réseaux d'air, donc on va voir la classification des réseaux d'air, les critères des choix des réseaux d'air, et bien sûr les études, des méthodes, les différentes méthodes si vous voulez, de dimensionnement que nous allons. D'accord? C'est bon? D'accord? OK. Donc en fait, les réseaux d'air, donc, il faut savoir les dimensions. Alors, donc, il y a, si vous voulez, des choix à faire tout à fait au départ, d'accord? Donc, ça, c'est une référence. Je vais vous envoyer, je vais vous donner par la suite le livre. Il est très important, le mémothèque, d'accord? C'est un très bon livre. Il contient tout ce que vous voulez. Donc, en fait, pour dimensionner le réseau d'air, il faut concilier le mieux possible entre deux facteurs. Alors, le facteur, c'est quoi? Les deux facteurs importants que nous devons considérer dans les autres, c'est la vitesse d'écoulement d'air, d'accord, éventuellement, et vous avez la perte de charge. Donc, il faut concilier ces deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concilier, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire concilier? Qu'est-ce que ça veut dire concilier? Qu'est-ce que ça veut dire concilier, s'il vous plaît? Personne n'a la réponse? Qu'est-ce que ça veut dire concilier? Concilier, c'est quoi? C'est de faire un choix judicieux, donc un compromis, d'accord? Concilier, c'est de faire un compromis entre le choix de la vitesse et les pertes de charge. Alors pourquoi on doit faire, si vous voulez, un compromis entre la vitesse et les pertes de charge? Alors, quand je parle de pertes de charge, les pertes de charge, on a vu qu'elles constituent deux types de pertes de charge. Donc, c'est les pertes de charge, d'accord? Pertes de charge Il lyriques, c'est très bien, donc lyriques, et les pertes de charge singulières. hier.
Alors, bien sûr, les paires de charge linéiques, elles sont en fonction de quoi? Elles sont en fonction de disons, de la localisation, de la longueur, etc. Donc, c'est une chose pratiquement qui est indépendante, pratiquement, si vous voulez. Je ne dirais pas de la vitesse, elle est fonction de la vitesse de toute façon. Mais le gros problème, c'est les paires de charge singulières, d'accord? Donc, vous avez les paires de charge singulières, elles dépendent du carré de la vitesse, d'accord? En fait, plus la vitesse est importante, plus les pertes de charge sont importantes. D'accord? Donc, il va falloir un compromis pour choisir non pas une vitesse tout à fait faible, qui est tout à fait faible, parce que ça va nous donner des diamètres de conduite qui sont importants. D'accord? Mais il faut choisir la vitesse judicieuse, avoir des pertes de charge correctes et bien sûr des diamètres de gain corrects. Donc, en fait, trouver un compromis entre quoi? C'est le choix de la section de la gaine. D'accord? OK? Et bien sûr, vous savez très bien, donc, le coût, si vous avez des gaines qui sont importantes disons, en dimension, disons, le coût va être élevé. Donc, le choix d'une section faible, c'est très bien. Ça nous permet de ne pas payer beaucoup, donc le coût, il va diminuer. Mais nous avons des vitesses et pertes de charge élevées. D'accord? Maintenant, si nous choisissons une section importante, ben, le coût il est toujours élevé, d'accord? Mais cette fois-ci, c'est les pertes de charge qui sont faibles. Ben, il faut faire un compromis entre tout ça. Ni coût élevé, ni perte de charge élevée, d'accord? Et donc, le problème qui va se poser, nous, avant, disons, de choisir et, disons, de choisir un réseau d'air, il faut toujours effectuer une étude attentive des lieux d'implantation, d'accord? C'est-à-dire choisir un petit peu quelles sont les contraintes de votre projet ou de vos plans que vous avez, d'accord? La première, donc la deuxième règle, il faut toujours rechercher la simplicité maximale du tracé des gaines. Donc il faudrait que vous soyez direct. Supposez par exemple, lorsque vous partez d'un point, disons, qu'on a vu de la terrasse, où vous avez vos CTR ou vos extracteurs, il faut choisir le chemin généralement le plus court, d'accord, pour avoir les pelles de charge relativement faibles, et aussi éviter toutes les singularités, ne pas faire de zigzag, d'accord, avec des coudes, avec des T, tout ce que vous voulez, pour avoir des pelles de charge singulières relativement faibles. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Donc, en fait, rechercher la simplicité de notre tracé, ça c'est pour les pelles de charge linéiques, et éviter les changements brusques de direction ou de section. Donc, ça c'est pour les paires de charge singulières. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bien. Maintenant, on va voir un petit peu, donc, on a introduit un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un réseau hydraulique. Maintenant, on va voir la classification des réseaux hydrauliques. D'accord? Et bien sûr, la classification des réseaux aéroliques, il y a deux critères importants que nous devons considérer. D'accord? C'est la pression, d'accord? Et aussi la vitesse. D'accord? Alors, bien sûr, quand on parle de pression, pourquoi on parle de pression, s'il vous plaît? Pourquoi parle-t-on de pression? Oui, j'écoute. Pourquoi parle-t-on de pression? Par exemple, si vous voulez, si je prends juste le schéma simple de tout à l'heure, donc en fait, vous avez un ventilateur de soufflage, d'accord? Donc vous avez de l'air qui passe de ce côté. Et si vous devez souffler dans des fours locaux, donc ça c'est le ventilateur. Donc ça c'est de l'air qui est soufflé, d'accord? Donc au niveau des différents locaux que vous avez ici. Alors, quand on parle de pression, c'est quoi la pression? En principe, c'est quoi? C'est le delta P du ventilateur. Donc, il faut choisir un delta P du ventilateur. Donc, en fait, c'est la hauteur manométrique donc, de votre ventilateur. D'accord? Et ensuite, on parle de vitesse. Donc, bien sûr, c'est la vitesse dans les réseaux. Donc, je vais avoir une vitesse V1, une vitesse V2, une vitesse V3. Ben, je peux choisir, si j'ai plusieurs réseaux, donc je peux choisir une vitesse VI. D'accord? Donc, vous voyez, donc il faut, donc, tout ça, c'est fonction de la pression et de la vitesse. En général, si vous voulez, donc, la pression, c'est le delta P, c'est la hauteur manométrique qui est donnée par le ventilateur que vous installez. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on distingue? Regardez un petit peu. On distingue les réseaux basse pression. Donc, en fait, ce sont des réseaux qui ne développent pas un delta P assez important et aussi des vitesses qui sont pratiquement inférieures à 10 mètres. D'accord? Et vous avez une pression, un delta P qui est compris, qui va jusqu'à pratiquement 1000 pascal. D'accord? Donc 1000 pascal. Et ça, donc en fait, c'est la distribution la plus utilisée dans le tertiaire. Alors le tertiaire, ce sont
C'est quoi le tertiaire, si vous voulez? C'est quoi le tertiaire? C'est quoi les locaux tertiaires? Ce sont les locaux qui reçoivent du public. D'accord? Ce sont les bâtiments publics, etc. D'accord? Ensuite, vous avez les réseaux de moyenne pression, et vous avez des vitesses qui peuvent aller jusqu'à 25 mètres par seconde, c'est énorme, c'est très élevé, d'accord? Ensuite, vous avez donc les pressions, le delta P que vous devez avoir, c'est entre 1000 et 2000 pascal. Alors, bien sûr, ça, c'est surtout dans la climatisation des locaux, disons ambiances différentes, ce qu'on appelle les systèmes multizones, on va les voir par la suite, d'accord, dans le cours de climatisation. D'accord? Et bien sûr, maintenant, lorsque vous avez des vitesses qui sont élevées, vous avez aussi donc en fait des pressions qui sont élevées. Nous avons besoin, si vous voulez, d'avoir un traitement acoustique. D'accord? Donc en fait, on est obligé de faire baisser le bruit parce qu'elles font énormément de bruit. Ce type d'installation fait énormément de bruit. D'accord? Maintenant, vous avez donc les réseaux haute pression. D'accord? Vous avez les vitesses qui peuvent être supérieures à 25 mètres par seconde et des pressions qui peuvent aller jusqu'à entre 2000 et 3000 pascal. D'accord? Et donc, en fait, ça, si vous avez disons, des installations qui sont importantes, donc les hôtels, par exemple, vous avez des bâtiments qui sont importants, d'accord? À ce moment-là, on est obligé de prévoir, certainement pour éviter les histoires de bruit, des boîtes de détente, donc avec protection phonique. On va voir ce que c'est qu'une boîte de détente tout à l'heure, d'accord? Ensuite, donc, vous avez, on prend compte de l'échauffement d'air et de la pression élevée, on prend en compte. Donc, bien sûr, lorsque vous avez des vitesses élevées, vous avez des frottements importants, donc en fait, sur les parois disons, des canalisations que vous avez, des gaines, et ça produit un échauffement, donc il faut tenir compte, disons, si vous avez par exemple une installation de climatisation. D'accord? Donc, voilà ce qu'il faut savoir maintenant. Vous avez trois principaux types de réseaux d'air. Réseau basse pression, dont la vitesse est inférieure à 10 mètres par seconde et la pression, ça va jusqu'à 1000 pascal, d'accord? Ensuite, les réseaux moins pression, dont la vitesse est inférieure à 25 mètres par seconde et les delta P, donc les pressions vont entre 1000 et 2000. Et bien sûr, avec tout ce que ça implique, plus la vitesse est élevée, et bien sûr, on va peut-être prévoir disons, des pièges, des pièges à son pour éviter que le bruit qui est généré par la vitesse, par l'écoulement de l'air ne soit, si vous voulez, gênant. Maintenant, vous avez les réseaux de pression, la vitesse peut être supérieure à 25 mètres par seconde, et vous avez des pressions qui sont comprises entre 2000 et 3000 pascal. Donc maintenant, on va voir un petit peu donc, le choix des vitesses. Donc en fait, les pressions, c'est clair, donc c'est toujours entre, ça va de 0 jusqu'à 3000 pascal, tout dépend du type d'installation que vous avez. Maintenant, les vitesses. Maintenant, les vitesses, donc on a vu que le choix de la vitesse est très important. Donc son choix donc, nous donne un petit peu le type le type de climatisation que nous avons, ou de ventilation, tout ce que vous voulez. D'accord? Bien sûr, vous avez en général, lorsqu'on a parlé tout à l'heure, donc en fait, on avait parlé d'un réseau de soufflage, d'accord, et un réseau de reprise, d'accord, et un réseau de reprise. Alors, le réseau de soufflage, donc vous avez toujours un ventilateur ici, d'accord. Donc, voyez un petit peu, donc pour le réseau de soufflage, pour le réseau de soufflage, pour le réseau de soufflage, nous avons des vitesses qui sont comprises en 6 et 11 mètres par seconde. Ça, c'est la climatisation de confort. Donc, en fait, les bruits ne sont pas très importants, etc. Vous avez ensuite, donc, en fait, des vitesses qui sont au-delà de 11, mais dépassant rarement les 12 mètres par seconde. Ça, c'est dans l'industrie, d'accord? Mais c'est toujours, les vitesses ne sont pas très élevées, d'accord? Vous avez maintenant, donc, dans la reprise. La reprise, c'est l'extraction. La reprise, c'est l'extraction. Donc, on peut choisir des vitesses qui peuvent aller de 7 mètres jusqu'à 11 mètres. D'accord? Le confort, c'est jusqu'à 9 mètres et industriel jusqu'à... Bon, par exemple, dans les bureaux, rarement on a des vitesses aussi élevées. D'accord? Les vitesses qu'on doit choisir, peut-être peuvent aller jusqu'à 6 mètres par seconde, etc. D'accord? Donc ça, c'est les réseaux basse vitesse qui sont compris entre 6 jusqu'à 12 mètres, d'accord, dans le réseau soufflage, et la reprise qui est comprise, si vous voulez, entre 9 et, ça dépend, 7 jusqu'à 11 mètres par seconde. Maintenant, vous avez les réseaux haute vitesse, d'accord, donc c'est surtout le soufflage, bien sûr, d'accord, et à ce moment-là, les vitesses peuvent aller jusqu'à 25 mètres par seconde, d'accord. Maintenant,
Donc maintenant, le plus important pour eux, c'est de savoir dimensionner ces réseaux d'air. Donc les critères de choix d'un réseau d'air. D'accord? Les critères de choix d'un réseau d'air. Alors, les critères de choix, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, donc on fait sur le plan, un réseau d'air, il nous permet il nous permet de souffler une certaine quantité d'air dans le local. D'accord? Donc, le premier critère qui est imposé pour nous, c'est le débit d'air imposé par le calcul des charges et l'écart de soufflage. D'accord? Donc, en fait, c'est ça le plus important. D'accord? Vous avez le débit nécessaire. Donc, première des choses, vous devez connaître le débit que vous devez souffler au niveau de chaque partie de votre, disons, projet. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Ça veut dire tout simplement, d'accord, que si j'ai par exemple un certain débit QV total qui est ici, d'accord, je dois le connaître en mètres cubes par heure, d'accord? Je suis obligé de connaître en plus, d'accord, je suis obligé de connaître en plus, d'accord, le débit à souffler, par exemple, au niveau de chaque local, d'accord, QV1 et QV2. Donc, ces débits, je dois les connaître. Alors, vous allez me dire, monsieur, mais comment on connaît donc les QV1 et les QV2 et le QV total, bien sûr. Donc, vous avez le QV total qui est ici, d'accord? Alors, comment peut-on connaître ces débits, s'il vous plaît? Comment peut-on connaître ces débits? J'écoute. Comment peut-on connaître ces débits? Alors, comment peut-on connaître ces débits? Khawla, Khawla, comment peut-on connaître ces débits? J'écoute. Alors, Bendali, comment peut-on connaître ces débits? Alors, dites-moi. Par l'écart de soufflage, monsieur. Pardon? Par l'écart de soufflage. Bien sûr, par le crâne de soufflage, mais aussi par la nécessité, la quantité d'air. Donc, en fait, que nous devons avoir, c'est, premièrement, soit par la réglementation. S'il s'agit, par exemple, si vous voulez, d'une simple installation de ventilation, je dis bien d'une simple installation de ventilation, où il s'agit de renouveler l'air du local. À ce moment-là, les débits d'air sont, si vous voulez, comment dirais-je, imposés par la quantité d'air, par la réglementation que je dois avoir donc pour assurer un certain débit dans l'air, dans le local. Supposez par exemple s'il s'agit par exemple, si vous voulez, de ventiler, si vous voulez, un local qui n'est pas climatisé, donc je le ventile tout simplement. Tout dépend de sa destination, d'accord? La réglementation vous impose des débits d'air, disons stricts, que vous devez assurer dans chaque type de local. Donc les débits sont imposés par cette réglementation, d'accord? Et ensuite, la réglementation vous impose donc de renouveler par exemple le volume d'un local un certain nombre de fois par heure. Donc c'est ce qu'on appelle le taux de renouvellement d'air d'un local. D'accord? Donc les débits sont toujours imposés. Maintenant, s'il s'agit de la climatisation donc, et ventilation, le débit d'air total, il doit être, si vous voulez, il est imposé par, disons, le calcul du bilan thermique. Donc vous devez assurer premièrement une certaine température, donc vous avez besoin d'une certaine quantité d'air. Et vous devez aussi assurer, d'accord, la ventilation, donc le renouvellement d'air pour avoir de l'air sain, non pollué à l'intérieur de votre local. Donc les débits seront imposés soit réglementairement, soit par le calcul, donc en fait pour assurer une certaine température d'ambiance dans les cours que vous voulez sous les conditions. D'accord? Ça c'est le premier. Le débit, c'est clair. Maintenant la vitesse. Maintenant pour les vitesses. Pour les vitesses, donc, vous avez, comme on l'a dit, donc, chaque tronçon, donc, par exemple, si je prends ici ce que j'ai ici, donc, ici, par exemple, si j'ai le point A, ici, j'ai le point B, et ici, j'ai le point C. Donc, en fait, les vitesses dans chaque tronçon, elles doivent être connues. D'accord? Et bien sûr, donc, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, donc, en fait, ces vitesses sont en fonction du type, de la destination de votre installation. S'il s'agit par exemple des locaux, donc des installations de confort, les vitesses doivent être faibles. Et nous avons, si vous voulez, un tableau que nous allons voir tout de suite là, qui va nous recommander quelles sont les vitesses que nous devons choisir.
Quelles sont les vitesses que nous devons choisir? Donc, en fait, si on fait le choix des débits, soit il est imposé par la réglementation, soit il est calculé. Donc, deuxièmement, si on doit faire le choix des vitesses en fonction des recommandations de certains paramètres, d'accord? On a, si vous voulez, le débit et on connaît donc en fait, si vous voulez, la vitesse, d'accord? Et bien sûr, il y a l'autre paramètre, c'est surtout les pertes de charge qui sont occasionnées, d'accord? On peut, si vous voulez, dimensionner nos réseaux, tout simplement parce que par le fait que c'est simple. Donc en fait, lorsque vous avez, si vous voulez, une gaine, vous avez un certain débit, si vous voulez, QV qui circule dans cette gaine. Si vous avez par exemple cette gaine ici, qui a une certaine section S, d'accord? Et bien sûr, cet air, il circule à une certaine vitesse V. Tout simplement, donc la quantité, donc, enfin, la quantité de mouvement vous impose que le débit que vous devez véhiculer, il est égal à la vitesse multipliée par la section. D'accord? Donc il est égal à la vitesse multipliée par la section. Bien sûr, regardez, si le débit que j'ai, il est imposé. Bien sûr, ici vous avez c'est des mètres cubes, si vous voulez, par seconde. D'accord? Et ici, la vitesse, c'est des mètres par seconde. Et bien sûr, vous avez, disons, la section qui est trouvée en mètres carrés. Donc, si VQV est connu, imposé par les conditions du projet, d'accord, soit réglementairement, soit calculé, on le connaît. Les vitesses aussi, on peut les choisir, parce que tout dépend des recommandations du type d'installation que nous avons. Si je connais les deux paramètres, eh bien, écoutez, je peux calculer tout de suite la section que j'ai ici. Je peux calculer tout de suite la section, et cette section ne sera que théorique. La section ne sera que théorique, parce que vous avez des sections, disons, réglementaires, donc en fait normalisées, que vous devez choisir. D'accord? Bien, maintenant, donc en fait, il y a aussi un critère qui est très important que nous devons considérer, bien sûr, c'est le critère de l'espace disponible. Et d'esthétique, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi, d'accord? Donc, le critère de l'espace disponible, est-ce que nous avons par exemple un faux plafond? D'accord? Est-ce que nous avons un faux plafond pour pouvoir faire cheminer les gaines que nous avons? D'accord? Bien les cacher aussi pour ne pas qu'elles apparaissent, pour ne pas que les gens les voient. D'accord? Ensuite, vous avez les retombées de poutres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une retombée de poutre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est qu'une retombée de poutre? Qu'est-ce que c'est qu'une retombée de poutre? J'écoute. Qu'est-ce que c'est qu'une retombée de poutre? J'écoute. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une retombée de poutre? Et donc, le premier, pardon? Allez-y, Tébé. J'écoute. Monsieur, les Pardon? charges d'exploitation. Là, une retombée de poutre. Regardez, bon, regarde, premièrement, vous avez un faux plafond. Donc ça, si c'est une dalle de votre plafond, d'accord? Un faux plafond, c'est juste donc pour cacher la dalle. Donc vous avez un faux plafond, normalement qui est suspendu comme ça, d'accord? Qui est suspendu, donc en fait, vous l'avez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un faux plafond, d'accord? Il cache un petit peu tout ce qui est derrière. Donc vous avez un faux plafond, est-ce qu'il y a un faux plafond ou non, d'accord? En fait, donc la retombée de poutre, c'est tout simplement, vous avez des poutres et des poteaux. Donc en fait, de temps en temps, vous avez par exemple disons, le plafond, il est fait comme ça. Donc vous avez votre, comment dirais-je, votre plafond, et vous avez des poutres qui descendent, qui supportent le plancher, d'accord? Ce sont des poutres qui supportent le plancher. Ça, c'est ce qu'on appelle, regardez, vous avez une diminution de la hauteur de votre faux plafond. Et ça, c'est ce qu'on appelle une retombée de poutre, d'accord? C'est une retombée de poutre, la poutre qui est là, qui supporte, donc en fait, c'est ça ce qu'on appelle une retombée de poutre, d'accord? Une retombée de poutre, d'accord? Alors, bien sûr, regardez maintenant, si j'ai par exemple dans un faux plafond comme ça, où j'ai par exemple une gaine qui va passer, d'accord? Si j'ai une gaine qui va passer, bah écoutez, si je n'avais pas, par exemple, si vous voulez, cette retombée de poutre, donc en fait, la gaine, elle va passer par exemple entre la dalle et le faux plafond comme ça. Mais regardez, lorsque j'arrive ici, c'est gênant. Je ne peux pas continuer comme ça. Donc, je suis obligé de descendre comme ça et d'aller en dessous, d'accord? Ensuite, de remonter éventuellement comme ça et partir. Donc vous avez l'air qui est cheminé. Donc vous voyez bien qu'au niveau de la retombée de poutre, j'ai un énorme problème.
Pourquoi? Parce que je suis obligé de diminuer la section de ma gaine, d'accord? Si je la diminue, ça veut dire que la vitesse va augmenter. Si la vitesse va augmenter, il y a des possibilités de création de bruit, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? OK? Donc, voilà ce qu'on appelle retombées. Bon, les retombées de poutre, elles sont toujours gênantes. Ben, mais écoutez, si elles sont là, on essaie toujours disons, de résoudre le problème, même s'il y a des retombées de poutre. Ensuite, bien sûr, la possibilité de conduit apparent ou non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Des conduits apparents ou non. Qu'est-ce que c'est qu'un conduit apparent? C'est-à-dire celui qu'on voit. Il est visible, donc il est installé au plafond. Alors, par exemple, si vous vous promenez dans les grandes surfaces, les supermarchés, écoutez, donc en fait, si vous visitez les supermarchés, vous n'avez qu'à lever la tête au-dessus de vous, d'accord? Et vous allez voir tous les conduits qui sont là au-dessus de votre tête, d'accord? Ils sont apparents, on les voit, on n'a même pas besoin de les cacher parce que les gens, dans ce cas-là, quand ils vont faire leur marché, ils ne regardent pas ce qui se passe au-dessus de leur tête, donc peu importe qu'ils soient apparents ou non, d'accord? Ben, est-ce que c'est clair? Oui? OK? Maintenant, le plus important, c'est un critère qui est donc la place disponible pour le passage des gaines. Est-ce que nous avons la possibilité de faire passer les gaines? Alors, bien sûr, le passage des gaines, c'est quoi? C'est les gaines techniques. Donc, si vous voulez, c'est comment faire passer, par exemple, depuis disons, la terrasse, par exemple, depuis la terrasse, comment je vais faire passer mes gaines pour arriver à alimenter, si vous voulez, disons, tous les équipements, tous les éléments que j'ai dans mon installation. Alors, je vais vous montrer un petit peu, donc on va reprendre un petit peu donc, euh, le schéma que nous avons tout là, AutoCAD. Alors, regardez s'il vous plaît, donc s'il vous plaît, regardez ici. Regardez, donc vous voyez bien cette installation. Hadi, par exemple, la bleue, c'est le soufflage de l'air. Donc vous voyez tous les éléments que nous avons, on est obligé d'indiquer les sections, on est obligé d'indiquer les débits, etc. Et si vous voyez ce détail, vous avez un 9. Alors, cette gaine, elle remonte pour aboutir où? Pour aboutir où? Pour aboutir à la terrasse. Alors, regardez un petit peu, c'est vers le haut, voilà. Donc, regardez un petit peu. Donc, tout ça, cette gaine, elle part ici donc pour aboutir à la terrasse que nous avons ici. D'accord? Allez. OK? Donc, vous avez toute, en fait, la terrasse qui se trouve ici. Et bien sûr, nous avons besoin d'espace ici. Donc, si vous regardez ici, vous avez une gaine technique qui atterrit en terrasse. Donc, il faut avoir l'espace nécessaire pour faire passer la gaine de soufflage et aussi la gaine de reprise ici. D'accord? C'est la même chose ici. Regardez, vous avez par exemple terrasse technique accessible. Donc, vous avez le rouge, c'est un extracteur. Donc, il faut avoir l'espace pour faire passer les gaines et aussi l'espace pour faire passer, disons, les gaines de soufflage aussi. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? C'est très bien. Donc, voyez un petit peu donc l'espace disponible pour le passage des gains. Ça, c'est très important. Je vous assure que c'est très important. Parce que la plupart des projets, par exemple, que vous avez, si l'architecte ne prévoit pas le passage de ces gains, vous allez avoir un gros problème. Vous allez avoir un gros problème. D'accord? Bien sûr, un des critères qui est important aussi, donc ce qu'on appelle le coût d'installation et d'exploitation. Donc, il faut toujours essayer de choisir quand même disons, une installation qui coûte le moins possible, d'accord? Et bien sûr qui sera facile à exploiter. Donc ne pas choisir, si vous voulez, des installations compliquées pour la maintenance et pour la mise en route aussi, d'accord? Choisir toujours disons des installations qui ne coûtent pas cher, qui sont facilement utilisables, tout ça, d'accord? Alors bien sûr, donc vous avez donc pour le coût d'exploitation, on va le voir tout à l'heure, donc on fait ce qu'on appelle ce qu'on appelle un facteur de forme. Un facteur de forme c'est donc c'est le ratio en fait du grand côté sur le petit côté, d'accord, la largeur sur hauteur, qui est ce qu'on appelle donc il a beaucoup de disons d'importance sur disons le coût, d'accord, et l'exploitation de votre installation, d'accord. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît là? Oui, c'est bon là? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Ah, maintenant, on arrive un petit peu donc comment choisir donc ce facteur, disons facteur de forme. Vous savez très bien que en général, lorsque vous faites par exemple un calcul, d'accord, supposez que vous avez trouvé une section S, donc qui est égale à donc QV sur la vitesse que vous devez choisir, d'accord.
Alors, vous avez cette vitesse, cette section S, ce que j'appelle la section théorique. Ben, si elle est circulaire, il n'y a pas de problème, c'est le diamètre que vous devez choisir. Mais en général, vous savez très bien que toutes les sections que vous trouvez, elles sont soit rectangulaires, soit carrées, soit circulaires, peu importe. Et donc, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette section qui a une certaine hauteur, d'accord? Et elle a, si vous voulez, une certaine, donc, comment dirais-je, largeur, que j'appelle largeur petite l, d'accord? Bon, en général, on met c'est B et ça c'est petit, là, d'accord? En fait, le facteur de forme que vous avez, bien sûr, si j'ai la hauteur qui est plus importante, donc en fait, le facteur de forme, c'est le grand côté, d'accord? C'est le grand côté comme c'est indiqué, d'accord, sur le petit côté. Alors, bien sûr, qu'est-ce que vous en pensez là? Donc en fait, si j'ai par exemple un champ de forme qui est important, je vous donne en fait, je vous pose la question suivante. Quel est le facteur de forme l'idéal? Quel est le facteur de forme qui soit le meilleur par rapport à ce que nous avons? J'écoute. Quel est le facteur de forme l'idéal? Le facteur de forme idéal, en principe, il faudrait qu'il se rapproche de 1. D'accord? Et donc, en fait, le grand côté, il faut qu'il soit égal au petit côté. Donc, en fait, si les dimensions sont les mêmes, donc vous avez une section carrée. D'accord? Vous avez une section carrée. Et le mieux serait, si vous voulez, une section circulaire. D'accord? Donc, si vous avez donc une section carrée, donc vous avez le C qui est égal à 1, et ça, c'est, disons, le plus adéquat pour nous. Mais vous savez très bien qu'en général, lorsque vous avez des gains techniques, c'est les gains qui nous permettent de faire le passage de ces gains. Si j'ai cette gain technique qui est là, ben écoutez, elle est rarement carrée. Elle est rarement carrée. Donc en fait, je suis obligé, dans certains cas, si vous voulez, d'avoir, disons, des gaines qui elles-mêmes soient, si vous voulez, rectangulaires. Donc je ne peux pas faire autrement. Donc supposez par exemple que j'ai une première gaine qui est comme ça, d'accord? Et je dois avoir aussi une deuxième gaine. Peut-être que je vais pour l'extraction, une deuxième gaine qui est comme ça, d'accord? Donc, vous voyez bien que les gaines elles-mêmes, c'est rare où on peut les avoir, si vous voulez, carrées, d'accord? Mais en fait, regardez, l'étude, il y a Monsieur Calais, donc en fait, c'est le pionnier de la climatisation en Amérique. Donc, en fait, il a, donc, fait une étude de l'influence du facteur de forme sur, premièrement, donc, disons, l'efficacité, d'accord, ce qu'on appelle ici, donc on va voir quels sont ces paramètres, d'accord. Alors le E, c'est l'exploitation, d'accord. Donc ici, c'est les frais de montage, d'accord. Et aussi, donc vous avez aussi les frais d'exploitation et la maintenance, etc., d'accord. Ok, donc ça, si vous voulez, donc c'est en fait, lorsque vous avez un coefficient de forme qui est compris entre D et 10, ben vous avez donc, on peut estimer donc l'augmentation de l'échange de chaleur avec cette formule où vous avez le coefficient de forme qui est ici. Ça, c'est des formules empiriques, d'accord? Ok. Maintenant, pour le montage, augmentation des frais de montage d'installation, ben vous avez le C, disons, il contribue de cette manière dans cette équation. Vous avez les frais d'exploitation, bon, vous avez cette relation qui est, d'accord? Ok? Et par contre, donc en fait, les prix de revient et les frais d'exploitation sont plus faibles avec des gaines circulaires, comme j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Ça, c'est le meilleur, ou bien à la limite carré, d'accord? Parce qu'elle offre le moins d'encombrement, etc. Et donc, elles sont plus esthétiques. Elles sont plus, donc, vous ne pouvez pas, par exemple, avoir, si c'est par exemple une section qui est rectangulaire, si vous avez par exemple un coefficient de forme donc, qui est égal à 10, donc supposez que vous ayez C égale 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hauteur, elle est 10 fois plus importante que votre largeur. Vous allez avoir des gaines minces et ça ne marche pas, d'accord? C'est esthétiquement parlant, c'est vraiment peu esthétique. C'est peu esthétique, d'accord? Et donc, en fait, vous avez tous ces paramètres qui sont là, donc, en fait, pour le facteur de forme. D'accord? Et on va voir tout à l'heure, par exemple, des tableaux, d'accord, des tableaux qui vous donnent un petit peu, donc, en fait, les choix des sections en tenant compte du facteur de forme pour avoir une gaine normale. Alors, regardez ici, on a vu donc, parler tout à l'heure de la vitesse, d'accord? Maintenant, on voit ici les vitesses qui sont recommandées. Les vitesses qui sont recommandées pour donc les installations, d'accord? Et bien sûr, c'est
donc en fonction, si vous voulez, le facteur limitatif, donc on appelle de charge, vous avez le bruit aussi, d'accord, etc., d'accord. Ah, maintenant, donc, le facteur limitatif, vous avez de ce facteur, donc, c'est la paire de charge, vous avez aussi de ce côté, donc, en fait, les bruits et les types d'applications, d'accord. Donc, vous voyez, par exemple, pour les pavillons, donc, vous avez, par exemple, pour les gaines principales et dérivations. Alors, quelle est la différence entre une gaine principale et une dérivation, s'il vous plaît? Quelle est la différence entre une gaine principale et une dérivation? J'écoute. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence, s'il vous plaît? C'est quoi la différence? En gaine principale, c'est par exemple lorsque vous avez une gaine qui part dans ce sens, et les piquages, lorsque vous faites des piquages comme ça, lorsque vous faites des piquages, ça c'est ce qu'on appelle une dérivation, d'accord? Ça c'est une dérivation, d'accord? Et ça, si vous voulez, c'est la gaine principale, d'accord? La gaine principale. En principe, la gaine principale, c'est là où vous avez par exemple la vitesse la plus importante et le débit le plus important. Et les dérivations, bien sûr, on peut avoir, si vous voulez, plusieurs, disons, dérivations comme ça. Donc, on pique ici et on va alimenter d'autres locaux. D'accord? Donc, ça, c'est les dérivations et ça, c'est la gaine principale et qui va vers d'autres locaux ailleurs. D'accord? Ah, bien sûr, vous voyez bien que dans les gaines principales, vous avez des choix de vitesse de soufflage de 5 mètres par seconde. La reprise, c'est de 4 mètres, d'accord? Et les dérivations, donc en fait, ça va de 3 mètres, etc. Donc les vitesses, en général, sont plus petites dans les dérivations. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, là? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Très bien. Alors, je vous m'excusez 2 minutes et je reviens, d'accord? Ok? Donc, on continue. Donc, vous avez par exemple le pavillon des vitesses qui sont recommandées, d'accord? Et en principe, disons, vous pouvez choisir 3 mètres partout, mais en fait, voilà comment il faut faire. Maintenant, pour les appartements, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôpitaux, d'accord, vous avez des vitesses aussi qui sont recommandées que vous avez. En fait, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, en fait, les débits, ils sont imposés par le calcul, d'accord, ou par la réglementation, et les vitesses sont choisies en fonction des applications que vous avez ici. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui? On voit bien, par exemple, que dans l'industrie, des magasins, les cafés, donc vous voyez que les vitesses sont très élevées. Si vous prenez, par exemple, si vous voulez une chambre d'hôtel ou une chambre d'hôpital, etc., donc les vitesses, l'industrie, vous pouvez aller jusqu'à 15, vous pouvez avoir même plus, d'accord? Les vitesses qui sont les plus importantes. D'accord? Maintenant aussi, donc en fait, tout dépend aussi, donc les débits d'air que vous devez avoir. Donc les conduits principales, c'est celui pour les vitesses, d'accord? Les conduits secondaires. Donc en fait, ici, vous avez par exemple, c'est pour les débits qui sont relativement confiants, 500 à 1000. Donc en fait, voilà les vitesses que vous devez avoir. Donc, ok. Donc ils sont relativement faibles. Ça dépend aussi du débit, de la portion du débit que vous avez. Donc vous avez jusqu'à 10 000, etc. Alors bien sûr, ce sont des débits qui sont relativement, si vous voulez, faibles. Parce que vous avez des installations de climatisation, les débits peuvent aller jusqu'à pratiquement, si vous voulez, 50 000, 100 000 mètres cubes par heure. Et ça, lorsque vous avez des projets qui sont très importants. D'accord? Donc en fait, tout ça, donc il faut choisir en fait, si vous voulez, donc les vitesses parmi ce tableau que vous avez ici. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc en fait, ce qu'il faut savoir, donc les débits sont calculés, les vitesses étant connues par leur choix, donc selon l'application que nous avons, on peut toujours calculer les gains. Bon, mais c'est pas aussi simple que ça comme on va par la suite, d'accord? Donc aussi, donc vous avez aussi donc les paires de charges, d'accord? Les paires de charges qu'il va falloir, si vous les considérer dans votre installation, d'accord? Alors bien sûr, une installation, comme on l'a dit, elle peut comporter donc des entrées d'air neuf. D'accord? Alors, les entrées d'air neuf, c'est quoi? C'est les bouches de quoi? C'est les bouches d'arrivée d'air. Donc, c'est des bouches que vous avez pour arriver. Vous avez aussi les filtres. D'accord? Vous avez les filtres. Donc, vous avez les vitesses qui sont aussi que vous pouvez choisir. Donc, ça, c'est très important. Donc, il faut que, par exemple, à l'entrée d'un filtre, la vitesse ne doit pas, si vous voulez, dépasser ces valeurs. C'est très important, d'accord? Vous avez, par exemple, à l'entrée d'air neuf, lorsque vous aspirez d'une bouche extérieure, pour pas que la vitesse soit élevée. Pourquoi? Sinon, vous allez avoir énormément de bruit. Énormément de bruit. Par exemple, maintenant, à travers les batteries chaudes,
Voilà les vitesses que vous devez considérer. Le laveur d'air, les sorties de ventilateur, donc vous avez les gaines principales, voilà les vitesses qu'il faut avoir. Les gaines secondaires, voilà les vitesses, etc. Donc vous avez maintenant les colonnes montantes et les dérivations. Alors c'est quoi les colonnes montantes, s'il vous plaît? C'est quoi les colonnes montantes? C'est quoi les colonnes montantes? En fait, lorsque vous avez un réseau, vous avez par exemple ici, c'est un vue en plan, d'accord? C'est ce qu'on a une distribution horizontale. Et les colonnes montantes, ce sont les qui viennent par exemple de la terrasse. Donc vous avez, ça vient de la terrasse. Ça, c'est ce qu'on appelle une colonne montante, d'accord? C'est ils ont la partie de la gaine qui est verticale. C'est ce qu'on appelle les gaines montantes, d'accord? Et bien sûr, il y a une chose qui est très importante. Donc c'est surtout la sortie des bouches. La sortie des bouches ici à ce haut niveau. Donc on ne peut pas souffler de l'air à des vitesses qui sont relativement importantes. Sinon vous allez avoir un courant d'air important et vous n'allez pas avoir le confort pour les occupants. Donc ils vont être gênés si vous soufflez de l'air. Donc il va y avoir ce qu'on appelle un effet de courant d'air qu'il faut éviter absolument dans vos installations. D'accord? C'est clair? Donc regardez maintenant. Donc regardez maintenant. Donc maintenant c'est le plus important pour nous, c'est de savoir, donc, calculer les pelles de charge, etc. D'accord? C'est de savoir calculer les pelles de charge. Mais il y a, si vous voulez, en fait, comment dirais-je, des majorations dont il faut tenir compte. D'accord? Les majorations, donc, ça s'appelle le coefficient de majoration. D'accord? Alors, bien sûr, vous avez des majorations qui sont dues au réchauffement donc, de l'air dans la gaine. D'accord? Et donc, bon, c'est en fonction si vous voulez, des périodes de charge sensibles dans le cas, qui sont en fonction de la température ambiante que vous avez, d'accord, etc. Donc, quand vous avez ici, donc, dans cette table ici, vous avez, disons, des majorations que vous devez appliquer, donc, disons, pardon, pour votre, si vous voulez, chaleur sensible que vous devez, disons, considérer. D'accord? Bon, ça, c'est relativement peut-être peu commun, mais peut-être il faut les considérer par la suite. D'accord? Ensuite, vous avez donc en fait des coefficients que vous devez considérer, etc. Donc pour calculer, si vous voulez, on va avoir des applications par la suite. Pour la majoration, par exemple, de la chaleur sensible. D'accord? De la chaleur sensible. Alors, regardez. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc en fait, vous avez des coefficients qu'il faut considérer. Tout ça, donc en fait, température locale, climatisé, la température de l'air soufflé, la différence entre, bien sûr, c'est clair, vous avez excité. Donc vous avez aussi de la vitesse, d'accord? Et vous avez des coefficients que vous devez considérer. Alors regardez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait le coefficient de majoration des charges sensibles. Donc vous devez majorer vos charges sensibles. Supposez par exemple que vous avez fait un bilan thermique, d'accord? Et que vous avez trouvé un certain QS, d'accord, d'une certaine valeur, d'accord? On va prendre par exemple disons l'exemple qui est donné ici. On va prendre l'exemple qui est donné ici. D'accord? Donc vous avez d'abord un certain coefficient que nous devons considérer pour la majoration. D'accord? Donc vous avez par exemple donc vous avez le delta t, d'accord? Vous avez la vitesse, d'accord? Que vous avez ici, ok? Ensuite, vous avez, disons, la température ambiante que vous devez considérer, etc. D'accord? Ok? On va regarder s'il vous plaît. Le premier, il vous donne par exemple le delta T entre la gaine, la température de la gaine et le local non chauffé. D'accord? C'est que vous avez par exemple, si vous avez une traversée de gaine qui véhicule de l'air par exemple à 24 degrés ou bien à 15 degrés par exemple, d'accord? Ok, je prends 15 degrés. Et donc, en fait, la différence, donc le ratio entre, si vous la différence de température entre la gaine, la température de la gaine et la température qu'on a chauffé, peut-être elle est de 15, ça dépend de ce que vous avez. Donc, je prends par exemple le 15 ici, d'accord? Si je prends par exemple la vitesse de l'air que j'ai, donc ici 9 mètres par seconde, donc en fait, je vais avoir le coefficient de majoration, ici est égal à 1, d'accord? J'ai aussi maintenant un autre paramètre que je dois considérer, d'accord? Ok. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez un petit peu, donc, en fonction de la température ambiante du local, si je prends par exemple 25 degrés à température locale, j'aurai un coefficient, par exemple K2 qui est égal à 1. Maintenant, j'aurai un autre coefficient qui est fonction du facteur de forme,
d'accord, et j'ai par exemple ce facteur de forme de 2, 3, 4, 5, je vais prendre un coefficient K3, d'accord? Et en fait, qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez voir? Que maintenant, le QS que j'ai pour le bilan thermique, théorique, que j'ai calculé, d'accord? Donc, plutôt pratique. Donc, j'ai QS théorique ici, pratique, on va voir. Donc, c'est égal au QS. Donc, ça, c'est pratique, d'accord? Je dirais. Et ça, c'est calculé par le bilan thermique. D'accord? Calculé par le bilan thermique. C'est égal à quoi? QS multiplié par K1, multiplié par K2, multiplié par K3. Donc, en fait, vous allez, disons, majorer disons, la valeur du bilan thermique, la chaleur sensible. Alors, on a un exemple ici qui est très simple. Donc, supposons que vous avez une chaleur sensible de 34,8 kW, d'accord? Et donc, maintenant, si j'ai θ, donc la température ambiante qui est égale à 24 degrés, d'accord? Ok? Et donc, j'ai bon, la température de soufflage qui est moins, c'est 15 degrés. Donc, l'écart qu'on a vu tout à l'heure, donc, il est égal à 15 degrés, d'accord? On a une section rectangulaire dans disons, le coefficient de forme, c'est égal à 2, non isolé, d'accord? Vous avez une vitesse de 10 mètres par seconde. Et traverse un local dont la température est 35 degrés, bien sûr, c'est peu importe. Alors regardez un petit peu, donc je fais le calcul, donc bon, peu importe. Donc en fait, la chose sensible est égale ici, d'accord? On a 300 en kilocalories parce que disons, le tableau, il est donné en kilocalories, d'accord? Donc en fait, vous avez maintenant, donc vous avez le débit d'air soufflé, on le calcule parce que vous avez un écart de température qui est égal sur les 15. Donc maintenant, les gains, d'accord, les gains. Alors, vous avez donc M, vous avez 4%. Alors comment trouver ce 4%? Donc vous avez la longueur de gain et vous avez la température. C'est une gain qui est non calorifugée, d'accord? D'accord? Maintenant, vous avez donc la deuxième majoration pour le coefficient K1, d'accord? Vous avez 10 mètres par seconde et vous avez donc la température qui est égale à 20, d'accord? Vous avez une température du local qui est égale à 24, ça c'est pour calculer le K2, d'accord? Vous avez en fonction du rapport de coefficient de forme qui est égal à 2, vous avez le coefficient K3. Et vous voyez bien que maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc ça, c'est une majoration classique. C'est une majoration donc, de 4% que nous avons toujours, d'accord? OK? C'est à partir de ce tableau ici. Regardez, j'ai ce tableau-là. Est-ce qu'il est lisible pour vous? Est-ce qu'il est lisible? J'écoute. Alors, regardez. Donc, en fait, ça, c'est des gains sensibles parce que on a, disons, converti en kilocalories parce que le graphe, il est donné en kilos. Donc, 34,8, on l'a converti en kilocalories, donc on a trouvé certaines valeurs. Donc, en fait, maintenant, vous prenez, par exemple, alors, il est de combien, si vous voulez, disons, la puissance? Je vais le tout à l'heure. Regardez, notez ça, s'il vous plaît, notez ça, notez. Notez, c'est 30 000 kilocalories, d'accord? Donc, j'ai 30 000 kilocalories. Donc, je viens ici, sur le graphe. Alors, vous avez 30 000. Désolé pour le téléphone, d'accord? Désolé. Donc, j'ai 30 000. Donc, le 30 000, il se trouve ici. Vous avez 30 multiplié par 1000, donc j'ai 30 000, d'accord? OK? Ensuite, j'ai une longueur de gain de 6 mètres. Donc, en fait, je monte ici, je suis en ce point normalement. D'accord, Agda? D'accord? Donc, vous avez les coefficients de majoration que vous avez ici. Donc, vous prenez alors, bien sûr, vous lisez. Vous avez ici 100 calories. Donc, la gaine n'est pas calorifugée. D'accord? La gaine n'est pas calorifugée. D'accord? Alors, si la gaine n'est pas calorifugée, donc je lis cette valeur, j'ai à peu près, donc ici, ouais, alors je suis ici. D'accord? Je suis ici. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous avons le 4% que nous avons tout à l'heure. Donc, pour une puissance de 30 000 kilocalories, donc j'ai un coefficient de majoration qui est là, donc de 4. Donc, je reviens un petit peu ici. D'accord?
Donc, c'est pour ça que nous avons le 4% ici qui est justifié. D'accord? Donc, je prends ici. Maintenant, donc, c'est une gaine non calorifugée avec 6 mètres de longueur. Le coefficient de majoration disons, de la puissance, c'est 4%. D'accord? Maintenant, j'ai pour la coefficient donc, en fait, que nous avons dans le tableau qui est ici, ici, d'accord? Le premier coefficient, donc, on a une différence de température de 15. Donc, on a la vitesse de 9. D'accord? Donc, j'ai le coefficient ici qui est de 1 ici. D'accord? Pour le coefficient K2, donc, vous avez, disons, de 24, on va voir. Donc, vous avez, par exemple, ici 24 degrés, d'accord? Et 10 mètres. 24 et 10 mètres. Donc, j'ai la température qui est à peu près 24. Donc, bon, on n'a pas exactement. Donc, vous avez 15. Donc, vous avez 10 mètres. Vous avez le coefficient de 0,96 que j'ai choisi. Vous avez votre coefficient de 0,96 d'accord? OK? Donc, vous avez maintenant une différence de température de 20 degrés pour le coefficient A1. D'accord? Voilà. Donc, vous avez 20 degrés ici entre la température de l'air et donc l'air qui est véhiculé. Donc, vous avez 35 moins 15. Donc, vous avez 20 degrés. Le 20 degrés, alors, vous avez combien vous lisez ici? Alors, 20, une vitesse de 10, vous avez 1,27. La valeur est égale à 1,27. D'accord? Voilà, est-ce qu'il y a la valeur? Voilà, 1,27, donc vous avez la valeur de 1,27 ici, d'accord? Donc vous avez maintenant la température locale, vous avez le K2 6,96. Maintenant, pour, disons, le ratio, donc le facteur de forme qui est égal à 2, donc je viens ici le facteur de forme qui est égal à 2, donc j'ai le coefficient 80 qui est égal à 1. Et je prends tous ces coefficients. Donc en fait, la majoration à prendre en compte, c'est M, c'est 4%, 0,4, multiplié par K1 qui est égal à 1,27, multiplié par K2 qui est égal à 0,946, multiplié par K3 qui est égal à 1. Donc en fait, vous avez tous ces valeurs. Donc la majoration globale, c'est 4,81. Mais en fait, maintenant, je reviens un petit peu donc, en fait, à ma valeur qui est tout à l'heure, donc en fait, de 34 800 watts, pardon. Je prends cette valeur, donc 34 800, et je multiplie par 4,81, d'accord? Donc les gains sensibles, elles ne sont pas de 34 000, mais ils sont donc majorés de presque de 5%, voilà les gains réels pour tenir compte de toutes les installations que vous avez. D'accord? Est-ce que c'est clair? Et maintenant, bien sûr, je me permets de calculer le débit de soufflage que j'ai. Donc, en fait, c'est avec disons la chaleur sensible majorée. D'accord? OK? Et bien sûr, bon, le 1, c'est le CP de l'air, donc c'est 1,01 généralement. Et le 24 moins 15, en fait, c'est la température ambiante du local. Et 15, c'est la température de soufflage que vous avez, tout simplement. Est-ce que vous avez maintenant une idée de pourquoi on majore tout ça? Donc, vous avez, même le Q, est-ce que vous avez, vous devez le majorer de 5%, même des fois, intuitivement, sans tenir compte de tous ces paramètres, vous devez le majorer pratiquement de 5% pour être sûr qu'on a pris en compte tous les paramètres qui nous intéressent. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin? Je vous écoute. Je vous écoute, s'il vous plaît. Allez. Allez. Je vous écoute. Je n'ai pas de questions. Merci, monsieur. C'est clair? C'est clair. Retenez bien tout ça, s'il vous plaît. D'accord? Maintenant, le plus important pour nous, donc en fait, c'est les méthodes de calcul. Le plus important pour nous, même si on a, disons, parlé de tout de ce qu'on a vu avant, l'essentiel pour nous, c'est de savoir dimensionner un réseau. C'est de savoir dimensionner un réseau. D'accord? Alors, dimensionner un réseau d'air, bien sûr, alors, le but pour nous, c'est de calculer différents paramètres et surtout la section des gains. Donc, c'est la section S des gains, d'accord? Section des gains. Ça, c'est le plus important, d'accord? Ensuite, surtout, calculer le delta P. C'est les pertes de charge. C'est les pertes de charge. D'accord? Ça, c'est le plus important. C'est les paramètres les plus importants. Alors, par quoi je commence? Donc, en fait, le delta P, c'est clair. Je dois connaître les pertes de charge, donc je dois connaître la vitesse. D'accord? Et bien sûr, ici, la vitesse, je l'aurais choisie ici. Donc, la vitesse est choisie.
D'accord? Et bien sûr, je choisis aussi le débit QV, ça c'est clair pour pouvoir calculer la section. Une fois que je connais, par exemple, si vous voulez, la section, donc en fait, je connais aussi les longueurs de mon installation, je pourrais éventuellement calculer les pelles de charge. Les pelles de charge, bon, c'est toujours, quand on revient toujours, c'est singulière plus, si vous voulez, disons, linéaire. Bon, maintenant, si vous voulez, les lignées, qu'elles sont en fonction du type de gaine. D'accord, elles sont du type de gaine. Donc, en fait, le matériau, c'est surtout le matériau qui est important, et de la longueur, tout simplement, et de la vitesse, bien sûr, disons, de l'air. Donc, vous avez soit des abacs, d'accord, soit vous avez des abacs pour le calcul, d'accord, qui vous permettent un petit peu de calculer les peurs de charge normalement, d'accord. Et vous avez aussi, donc, en fait, ça, c'est les, disons, les peurs de charge qui sont exprimées par des singularités, d'accord. Maintenant, regardez, vous avez aussi les différents types, si vous voulez, de singularités qui occasionnent, donc, en fait, les peurs de charge. Bien sûr, vous avez des coudes, vous avez des T, vous avez des diffuseurs, donc vous avez des élargissements, vous avez des rétrécissements de gaine, et tout ça, vous devez tenir compte de tout cela, d'accord? C'est clair? Alors bien sûr, vous avez ce qu'on appelle donc le coefficient K qui vous donne un petit peu, donc en fait, les pelles de charge, d'accord? Alors les pelles de charge, surtout singulières, vous savez très bien que les pelles de charge singulières, elles sont en fonction de quoi? C'est un certain coefficient K multiplié par la vitesse au carré. D'accord? Multiplié par et ce K, c'est ce qu'on appelle, donc en fait, si je voulais que je l'écrive carrément, donc en fait c'est K, d'accord? V2 sur 2. D'accord? C'est KV2 sur 2. Ah ben, sur le K, on l'appelle XI, appelez-le quand vous voulez. Mais vous voyez bien que je suis obligé de connaître la vitesse et je suis obligé de connaître le coefficient, d'accord? Le coefficient donc de singularité de chaque type, disons, de singularité. D'accord? Si par exemple, si vous avez un élargissement donc progressif, vous avez les valeurs, donc en fait, selon alpha, vous avez des valeurs qui sont ici, d'accord? Et vous allez les choisir, etc. Donc vous avez un petit peu toutes disons, les vitesses à l'entrée, les vitesses à la sortie, d'accord, etc. OK? Et donc vous avez bien, donc en fait, vous avez ce qu'on a toujours ici, donc c'est V2, donc sur 2G, donc pour avoir, disons, la perte de charge, disons, dynamique. OK? Donc maintenant aussi, vous avez des clapets de réglage. Vous avez des registres, on appelle clapets ou registres de réglage. Donc en fait, vous avez leur coefficient donc de perte de charge qui est là selon le pourcentage d'ouverture. Selon le pourcentage d'ouverture. En principe, ça, ce sont des données qui sont données par le constructeur. Ces paramètres sont donnés par le constructeur. Il vous dit, voilà, par exemple, lorsque j'ai un registre qui est ouvert à 25%, voilà les pertes de charge qu'il va occasionner, d'accord? S'il est ouvert à 50%, voilà les pertes de, disons, le perte de charge, les pertes qu'il va occasionner, etc., etc. D'accord? OK? Est-ce que c'est clair? Alors, je vais vous prendre juste un exemple. Je vais prendre juste un exemple, donc, pour comprendre. Alors, regardez un petit peu. Ça, c'est une note de calcul qui a été faite pour un projet. Donc, en fait, c'est donc ça a été fait. Je vais vous montrer un petit peu, donc, en fait, ce qui a été fait. D'accord? Voilà. Alors, s'il vous plaît, regardez un petit peu, d'accord? Voilà, donc en fait, regardez, j'ai un tableau ici, d'accord? Vous avez vu un petit peu le schéma que nous avons vu tout à l'heure sur AutoCAD. Ça, c'est le réseau d'air qui a été fait, donc qui a été calculé. Donc vous avez des tronçons, donc on fait différents points, etc. D'accord? Vous avez des tronçons à différents points. Et le voilà, donc en fait, regardez s'il vous plaît. Vous avez les tronçons,
que vous avez ici. Par exemple, ici, vous avez le tronçon 1, 2, d'accord? Vous avez le tronçon 2, 3 qui est là. Vous avez le tronçon 3, 4. Vous avez le tronçon 4, 9 et vous avez le 9 CTA directement vers la terrasse. D'accord? OK? Donc, en fait, vous avez tout ça. Donc, vous avez donc les réseaux que vous avez. Donc, en fait, vous avez les... Pardon, j'ai perdu mon tableau. Je vais le reprendre. Voilà. Donc, vous voyez par exemple les réseaux que nous avons ici. Donc, tout dépend du tronçon. Vous choisissez, les longueurs sont connues. Donc, toutes les longueurs sont connues. Les débits sont connus. Donc ici, dans ce que vous avez ici, d'accord? Vous avez bien sûr les vitesses qui sont choisies. On calcule les sections que vous avez. Soit on choisit par exemple ici des sections rectangulaires, donc vous avez le diamètre nominal, soit si vous avez des sections, si vous voulez, rectangulaires ou carrées, vous avez les dimensions qui sont ici. Alors bien sûr, maintenant que regardez, le plus important pour nous, hein, c'est de calculer les pelles de charge. Donc vous avez par exemple, vous avez la vitesse réelle, vous avez le coefficient de pelle de charge unique, d'accord? Vous avez donc le pelle de charge, le coefficient de pelle singulière. Et vous calculez la pelle de charge totale. Vous avez la pelle de charge pour le tronçon 1, 2, pour le tronçon... Vous calculez la pelle de charge. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la somme ici. Vous avez la somme totale pour les pelles de charge singulières et uniques. Mais n'oubliez pas que nous avons des éléments qui sont placés dans l'installation. Alors, ces éléments, c'est quoi, par exemple? C'est le volet de réglage. Vous avez donc les registres. Ils occasionnent des paires de charge à peu près de 20 pascal, d'accord? Les filtres, vous avez des paires de charge qui sont de 110 à 200. Les batteries froides, des séparateurs de gouttes, les batteries chaudes. Donc, vous avez aussi une pression dynamique qu'il faut ajouter, c'est un terme. Et vous avez la part de charge totale. Normalement, c'était 235 pour les singuliers uniques. Mais en fait, les équipements qui sont installés, ils occasionnent une grande paire de charge. Vous pouvez aller jusqu'à 850. Donc, c'est sur le delta P total, par exemple, pour le tronçon que j'ai calculé. D'accord? OK? Ça, c'est pour les réseaux de soufflage. Je répète la même chose pour le réseau, si vous voulez, de reprise, donc d'extraction, etc. Donc, ça me permet un petit peu donc, de calculer donc, la part de charge totale. Donc, enfin, si je prends par exemple celui-ci, j'ai un delta P total, par exemple, qui est égal à 878 ou à peu près, d'accord, pascal, d'accord, pour un débit QV à peu près qui est calculé de 8000 mètres cubes par seconde, eh bien, écoutez, je peux calculer tout ce que je veux. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Bon, donc Oui, voyez bien un petit peu maintenant que le calcul des réseaux de gain, il faut avoir toutes ces informations, sinon vous ne pouvez encore calculer correctement votre réseau. D'accord? Ok les jeunes? Allez, on continue. Et donc, voilà, donc vous avez les sont donnés pour vous. Donc, par exemple, vous avez des registres. Donc, ici, vous avez, par exemple, en fonction, si vous voulez, du type d'ouverture, donc ici que vous avez le coefficient de pelle de charge qui est occasionné ici. D'accord? Ça c'est ce qu'on appelle un diaphragme. Ça, c'est un clapet rotatif, donc qui permet, disons, de basculer à l'intérieur. Donc, vous avez les pelles de charge qui sont occasionnées. Si vous avez ce qu'on appelle un diaphragme, donc en fait c'est une réduction de section, d'accord? Ok? Ça c'est un clapet, donc clapet rotatif. Vous avez un registre qui permet un petit peu de s'ouvrir ou de fermer, d'accord? Alors c'est des données pour vous, vous n'avez pas à vous casser la tête. Il suffit juste de prendre, disons, les valeurs, d'accord? En principe, vous avez des tableaux maintenant pour le calcul des poids de charge singulière en fonction, par exemple, des types de coudes, hein, de leur dimension, etc. Donc, c'est des coudes, disons, à courbure, c'est des coudes droits, c'est avec des vannes disons, de directrices, etc., de zones directrices, etc. Vous avez ce qu'on appelle, vous avez des piquages. Donc, vous avez des T selon le type de T que vous avez. Vous avez des T droits, vous avez des T en Y, etc., etc. Maintenant, vous avez à l'aspiration. Parce que vous avez donc une bouche d'aspiration qui est là, ben on peut l'avoir plusieurs formes. D'accord? Vous avez une bouche carrément directement comme ça, vous avez avoir par exemple, vous élargissez un petit peu et ensuite vous avez un cône ici. Alors, la meilleure des choses, c'est d'avoir un cône qui est comme ça. Donc, en fait, pour diminuer les pelles de charge à l'aspiration. C'est pour ça qu'on a des cônes de ce type-là pour essayer un petit peu de diminuer, disons, les pelles de charge à l'aspiration, etc. Et donc, en fait, voilà, ça, c'est des données que vous devez consigner. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît?
Alors, on récapitule, s'il vous plaît. Donc, en fait, pour le calcul des réseaux d'air, des réseaux d'air, donc les gaines, etc., on a toujours besoin de connaître le débit, d'accord? Et les vitesses que nous devons choisir, bien sûr, et aussi, disons, le type de gaine que vous avez, et aussi l'installation. Vous devez connaître la configuration de votre installation. Si vous ne connaissez pas la longueur et, disons, comment vous allez distribuer, donc il faut avoir le schéma exact de l'installation de votre système d'air que vous avez. Donc, si vous n'avez pas, donc, en fait, vous avez toujours un schéma unifié là au départ, et ensuite, vous allez dimensionner ce réseau que vous avez. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, jusqu'à maintenant? Je vous écoute. Je vous écoute. Non, monsieur. Très bien. Maintenant, donc, en fait, voilà, voilà donc où nous en sommes. Donc, maintenant, voilà. Donc, ce qui est important maintenant, c'est les méthodes de dimensionnement. C'est les méthodes de comment nous allons dimensionner, comment nous allons faire le choix des équipements, de l'installation, etc., etc. Ça, c'est un point très important. Parce que tout va, les projets réels, un bilan thermique, vous le faites, il n'y a pas de problème, vous avez des valeurs, mais qu'est-ce qu'il faut en faire avec ces valeurs? Qu'est-ce qu'il faut en faire? En fait, c'est toujours faire le choix correct des équipements que vous allez installer, aussi faire un bon compromis entre le coût de l'installation, etc., etc. Et ça, c'est des paramètres que nous devons considérer. Donc, en fait, les méthodes, par exemple, si je prends ce réseau d'air que vous avez ici, donc si vous avez par exemple de l'air qui vient de l'extérieur de ce côté-là, d'accord? Vous avez l'air extérieur. Ensuite, vous allez peut-être le traiter dans une centrale de traitement, si vous avez un ventilateur, tout à fait normal. Et vous avez, par exemple, ça c'est la gaine principale, ça c'est les dérivations que vous avez. Donc, en fait, vous allez ici, dans ce schéma-là précis, d'accord? Vous allez, par exemple, avoir une certaine vitesse, ici V1, V2, V3, V4 et V5. Donc, les vitesses sont choisies en fonction du type de projet que vous avez. D'accord? Très bien. Maintenant, les trois méthodes qui sont connues pour le dimensionnement des réseaux de gain, comme pour les réseaux hydrauliques aussi, donc les réseaux hydrauliques, vous avez la première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode dynamique. La méthode dynamique, où elle est appelée aussi la méthode de réduction arbitraire de la vitesse. On dit arbitraire, mais enfin, c'est faux, d'accord? Arbitraire, qu'est-ce que ça veut dire arbitraire? C'est aléatoire. Donc on diminue aléatoire. Donc c'est pas aléatoire, on sait ce qu'on veut. Donc en fait, on doit choisir par exemple dans les gaines principales des vitesses qui sont relativement élevées, mais aussi par exemple lorsque vous avez dans les dérivations, ici, les vitesses doivent être relativement faibles. D'accord? Donc on diminue normalement au fur et à mesure la valeur des vitesses lorsque vous éloignez de votre ventilateur, bien sûr, et lorsque vous avez des dérivations, les vitesses sont relativement faibles. Donc on l'appelle méthode dynamique ou méthode de réduction arbitraire de la vitesse. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On choisit la vitesse. On choisit la vitesse, on a dans les différents tronçons. On choisit les vitesses dans les différents tronçons pour donner des valeurs précises. Maintenant, la deuxième, ce qu'on appelle la méthode d'équifriction ou méthode à perte de charge constante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Perte de charge constante. Équifriction. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la première méthode consiste, que vous voyez ici, à choisir de donner des valeurs de vitesse. Et plus on s'éloigne, on choisit donc en fait, on choisit quoi? Les vitesses qui sont relativement différentes. Alors, la première méthode, on va la voir, donc ce qu'on appelle la méthode dynamique, elle est appelée aussi méthode de réduction arbitraire de la vitesse. C'est ce qu'on appelle la méthode de réduction arbitraire de la vitesse. Donc le principe, c'est quoi? On dimensionne le réseau en diminuant arbitrairement les vitesses dans les différents tronçons. Donc plus on s'éloigne, plus les vitesses redeviennent faibles. Et bien sûr, si vous voyez par exemple ce schéma-là, voilà donc qu'est-ce que nous allons faire. Donc qu'est-ce que le choix des vitesses que nous allons faire. Donc nous avons W2 est inférieur à W1 dans le tronçon. Donc W2 c'est dans ce tronçon. La vitesse V1 c'est ici dans le tronçon, donc elle est plus petite. D'accord? On a ici le W4 qui est là. D'accord, dans le tronçon ici, et W5 qui sont inférieurs à W3, parce que plus vous vous éloignez, plus vous diminuez la vitesse. Et vous avez d'une manière générale, donc un V3 qui est inférieur à W1, parce qu'on s'éloigne là-dessus. D'accord? Ah, bien sûr, maintenant il faut choisir la vitesse
en fonction du tableau que nous avons vu tout à l'heure. D'accord? Il y a un tableau, on vous indique par exemple les gaines principales, voilà ce qu'il faut. D'accord? Les dérivations, voilà ce qu'il faut qu'on voit, etc. Donc, c'est des tableaux que vous devez, à partir des tableaux, vous choisissez les vitesses en fonction de l'installation que vous avez. Donc, les vitesses, pratiquement, on peut les choisir. D'accord? Alors maintenant, si on choisit les vitesses, ben écoutez, les débits, on les connaît, parce que normalement, dans chaque débit, dans chaque tronçon, vous devez indiquer, disons, le débit d'air que vous devez souffler. Je reviens un petit peu à mon schéma de tout à l'heure, regardez s'il vous plaît. D'accord? Donc, le schéma que vous avez, j'indique pratiquement dans chaque tronçon le débit qui est occasionné. La section, on l'a calculé pour le moment, donc on est obligé de l'indiquer dans les schémas, dans les plans d'exécution. Mais en fait, au préalable, lorsque vous faites les calculs, la section n'est pas connue. Donc, vous connaissez uniquement, donc en fait, le débit et la vitesse. Vous connaissez uniquement le débit et la vitesse, d'accord? Et donc, en fait, connaissant par exemple le débit dans le tronçon I, je connais la vitesse dans le tronçon I, je peux calculer, d'accord, la section, bien sûr, c'est le diamètre, si elle est circulaire, ou je calcule aussi, en fait, donc je peux calculer AI et BI. Alors vous allez me dire, monsieur, donc ici, si je connais par exemple la valeur S qui est donnée, d'accord, ben écoutez, je ne peux pas calculer, je ne peux pas choisir AI, BI. Donc le diamètre circulaire, il n'y a pas de problème, c'est racine carrée, d'accord? Ok? Donc si par exemple vous avez choisi, vous trouvez la section S qui est égale à Q, donc Q sur V, W comme c'était écrit, donc Q sur V, vous avez tout de suite le diamètre. Vous avez le diamètre parce que bon, on connaît la section, donc c'est clair. Ensuite, lorsque vous avez une section qui, donc, comment dire, qui est rectangulaire, vous avez A multiplié par B. D'accord? Alors bien sûr, ici le A, je ne connais pas, donc en fait, maintenant, il faut choisir, donc en fait, une valeur. Alors, en général, vous avez par exemple, d'accord? Et donc en fait, qu'est-ce que vous avez? La valeur de B, vous devez la choisir ici, d'accord? La valeur de B, vous devez la choisir, le H, le B, vous devez le choisir. Et c'est fonction de quoi? De l'encombrement. C'est fonction de l'encombrement, d'accord? Et en fait, qu'est-ce que vous avez? C'est surtout la hauteur sous plafond. C'est la hauteur sous plafond qui est disponible, H. D'accord? C'est la hauteur sous plafond qui est disponible. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est une donnée. Pardon? Donc, ça, c'est une donnée, les valeurs ici que vous avez, la hauteur sous plafond et les coûts. Donc, si j'ai une hauteur sous plafond, par exemple, de 80, ou je dirais 80 cm, donc 0,80 mètres, je suis obligé de faire en sorte que la gaine que je vais installer est une hauteur, si vous voulez, de certaine hauteur H, que je dois choisir, et bien sûr, tout en laissant de l'espace de ce côté. Donc, peut-être il faut laisser 10 à 10. Donc, le maximum pour H, c'est peut-être 60 cm. Donc, vous êtes déjà fixé par la valeur de B. Donc, vous êtes obligé de choisir, par exemple, dans ce cas-là, 60 cm. Si je choisis 60 cm, donc automatiquement, je connais, disons, la largeur parce que je connais S. Est-ce que c'est clair? Donc, en fait, il y a des valeurs que vous devez fixer sur l'encombrement, sur les contraintes que vous avez dans votre projet. D'accord? OK? Et donc, en fait, c'est clair. Donc, si vous connaissez maintenant la section, donc, on connaît donc le débit, on connaît la vitesse, parce qu'on l'a choisi, on connaît bien maintenant tout ce qu'il faut, parce que lorsque vous choisissez la vitesse calculée, donc en fait, c'est la vitesse réelle. Au départ, vous avez choisi une certaine vitesse théorique. La section, c'est théorique. Maintenant, vous allez choisir une section pratique réelle. Donc, la vitesse, elle va changer. Vous êtes obligé de recalculer, donc, si vous voulez, la vitesse réelle. Regardez un petit peu. Donc, si j'ai une section S qui est égale à QV, donc sur la vitesse, j'ai une section théorique. J'ai une section théorique que j'ai ici. La section théorique n'existe pas, certainement, donc en fait, pour avoir un coefficient de forme bien précis. Donc je suis obligé, donc ça c'est une vitesse théorique, je suis obligé de choisir une section pratique réelle, d'accord, réelle, et je vais choisir ma vitesse réelle, d'accord. Et bien sûr, maintenant, pour calculer les pertes de charge, donc ça c'est calculé, d'accord. Donc je connais mon débit, rien n'a pas changé, je connais ma vitesse réelle, et à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire?
je peux calculer les pertes de charge. Je peux calculer, donc le J, c'est le quotient de perte de charge. Je peux calculer donc les pertes. Alors, les pertes de charge, ce qu'il faut retenir, les pertes de charge sont calculées en utilisant la vitesse réelle. D'accord? En utilisant la vitesse. Regardez un petit peu, je vais vous remontrer un petit peu, donc en fait, ce qu'on avait. Regardez s'il vous plaît, par exemple dans ce tableau que vous avez. Dans ce tableau, le 301, par exemple, vous avez mis 450 mètres cubes par heure. D'accord? On a choisi au départ une vitesse de 4 mètres. D'accord? On a choisi une vitesse de 4 mètres. D'accord? Mais maintenant, regardez, lorsqu'on a fait le choix du diamètre nominal, donc on avait une section de 0,101. Donc si je choisis le choix maintenant, vous avez une section maintenant qui n'est pas de 0, elle est de 0,077. D'accord? La vitesse a diminué. Et donc maintenant, la vitesse qui était choisie au départ de 4 mètres par seconde, le fait d'avoir choisi 0,70 et non pas 0,101, la vitesse devient de 5. Ça, c'est la vitesse réelle. Et c'est avec cette vitesse qu'on calcule les pertes de charge. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Oui, monsieur. Très bien. Donc maintenant, vous avez donc en fait des gains qu'on doit calculer normalement. D'accord? Ah, maintenant, le problème qui se pose avec nous, donc qui se pose à nous, une fois par exemple qu'on a calculé toutes les sections, une fois qu'on a calculé toutes les sections, etc., ben écoutez, on n'est pas sûr que le tout va marcher. D'accord? On a calculé la section, on a calculé la perte de charge, donc on peut choisir notre ventilateur, etc. D'accord? Maintenant, il y a notre problème, si vous voulez, donc un problème disons, qui va surgir. Regardez, méthode peut utiliser seule, d'accord? Parce que le gros problème qui va se poser pour nous, c'est problème d'équilibrage. C'est le problème d'équilibrage. Alors, qu'est-ce que c'est que le problème d'équilibrage pour vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que le problème d'équilibrage? C'est quoi l'équilibrage? C'est quoi l'équilibrage du réseau? Alors, regardez, s'il vous plaît. Donc, toujours mon ventilateur qui est là, vous avez de l'air qui est ici. Je prends toujours mon réseau ici. Par exemple, je prends celui qui est au-dessus, d'accord? Alors, si je reprends le schéma que j'ai pris, c'est pas la peine de laisser. Reprenons le schéma là, d'accord? Reprenons ce schéma, d'accord? Lorsque, par exemple, vous avez par exemple un premier tronçon, d'accord? Là, c'est le premier tronçon que j'appelle le tronçon 1, d'accord? Vous avez un deuxième tronçon ici que j'appelle le tronçon 2, d'accord? Et j'ai un troisième tronçon ici que j'appelle le tronçon 3. Est-ce que vous pensez que les pertes de charge sont les mêmes pour les trois tronçons? J'écoute. Non, monsieur. Non. En fait, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez avoir par exemple un delta P1 pour le tronçon 1, vous avez un delta P2 pour le tronçon 2, vous avez un delta P3 pour le tronçon 3. D'accord? Mais n'oubliez pas que mon ventilateur qui est ici, lorsque vous allez faire le choix donc, de votre ventilateur, vous allez prendre certainement le delta P qui est le plus important, le plus grand. D'accord? Et en fait, si je prends mon tronçon d'après ce que j'ai ici, généralement le tronçon le plus éloigné et qui présente les singularités les plus importantes, c'est lui qui est le plus défavorisé. Donc c'est lui qui va présenter les pertes de charge. Donc on va supposer chez nous, on va supposer pour nous donc en fait que delta P3 est supérieur à delta P2, il est supérieur à delta P1. D'accord? Voilà. C'est une supposition. Supposons qu'on a ça. Mais généralement, c'est toujours le cas. Disons, le réseau le plus éloigné, le plus long, c'est lui qui présente les pertes de charge importantes. Et donc, en fait, le choix de notre ventilateur, le choix du ventilateur, il va se faire en fonction de quoi? En fonction du delta P le plus important. Donc, en fait, si je prends, par exemple, chez les constructeurs, donc en fait, les caractéristiques des ventilateurs, vous avez ici les volumes qui sont donnés QV en mètres cubes par heure. Et ici, j'ai les delta P. Donc ici, je prends la valeur. Vous avez les courbes caractéristiques, en fait, en fonction des vitesses. Donc, tout dépend du type de ventilateur. Donc ici, vous avez une vitesse N1, une vitesse N2, une vitesse N3, et ça va, disons, dans le sens comme ça, positif, croissant. D'accord? Maintenant, pour choisir le type de ventilateur, donc en fait, si j'ai calculé un certain volume, donc je trace une valeur comme ça, volume nominal, que je connais. Maintenant, j'ai un certain, si vous voulez, par exemple, delta P que j'ai calculé.
donc delta P3 par exemple que j'ai ici, parce que c'est le plus important, et j'ai mon point de fonctionnement qui va être ici, et je tombe sur un certain caractéristique d'un certain type de ventilateur. Donc je vais choisir le ventilateur qui a cette cool caractéristique. Donc je connais mon ventilateur. D'accord? Mais maintenant, regardez, j'ai choisi mon ventilateur pour le delta P le plus important. Écoutez, la nature fait que quoi? La nature fait quoi? C'est que lorsque vous avez des écoulements, que ce soit l'eau ou l'air, ils ont tendance à choisir les chemins qui présentent les pertes les moins importantes. Donc, si je regarde ce schéma, le fait que delta P1 ici, d'accord, le fait que delta P1 ici, il est plus petit que le reste. C'est ce réseau qui va être favorisé. Donc, en fait, je vais recevoir beaucoup plus d'air dans ce réseau et moins que les autres. Donc, c'est pas équilibré parce que moi, j'ai besoin, par exemple, d'une certaine quantité d'air dans chaque local. D'accord? Donc, je dois équilibrer. Équilibrer, il faut faire en sorte que delta P1, d'accord? Il faut à delta P2, d'accord? Il faut qu'il soit égal à delta P3. Voilà qu'est-ce que ça veut dire l'équilibrage. Donc, en termes clairs, qu'est-ce que je vais faire? Dans les réseaux les plus favorisés, je vais ajouter des pelles de charge supplémentaires qui sont données par des singularités généralement, soit par ce qu'on appelle des volets de réglage, et ça nous permet un petit peu, donc en fait, de pouvoir équilibrer. Équilibrer, ça veut dire quoi? C'est avoir la même pelle de charge, quelle que soit la tranche. Et si vous regardez le schéma ici, regardez un petit peu ce que vous avez. Le mauve ici, vous voyez un petit peu tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un volet de réglage, un volet d'équilibrage qui nous permet de régler éventuellement la pelle de charge et le débit à l'intérieur de l'eau. Donc, ils sont placés sur le circuit que vous avez. D'accord? Voilà qu'est-ce que vous avez. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc ça, on a vu donc en fait la méthode, la première, ce qu'on appelle la méthode dynamique. Donc choix de la vitesse et le débit étant connu, on peut calculer donc en fait les pelles de charge, de faire le choix de ventilateur, les sections, etc. D'accord? Bien sûr, les problèmes d'équilibrage, on sait maintenant comment disons, les résoudre. Donc, en fait, il faut ajouter des pelles de charge généralement singulières parce qu'on ne peut pas changer disons, la longueur de gaine, etc. D'accord? On choisit donc des singularités par les volets de réglage ou des registres, tout ce que vous voulez. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à poser maintenant, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? Pas de questions? Non, monsieur. Très très bien. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici, d'accord? Et donc on se verra. Donc la semaine prochaine, comme vous avez dit.